Donc l'idée, c'était de suivre les préconisations de l'ADEME pour nous qui sommes en France, en priorité. Et au sein de l'ADEME, il y a donc ce programme qui est sur l'engagement volontaire pour l'environnement, EVE, qui se décline en trois sous-programmes, si je puis dire. FRED 21 pour les chargeurs, donc pour les industriels qui font partie de l'audience, c'est pour vous. Objectif CO2, je suis sûr que pour les gens qui sont transporteurs ici, parmi l'audience, vous connaissez, puisqu'on voit le macaron sur beaucoup de camions, de plus en plus, et c'est un bon signe. Et FCOM qui est sur la partie commissionnaire de transport. Et dans ce cas, en fait, il y a 4 axes qui ont été donnés, quels que soient les programmes. Et si je prends FRED 21, donc vous avez l'optimisation des chargements, évidemment, réduire les kilomètres parcourus, tout ça est une évidence, après, il faut pouvoir le mettre en pratique. Les achats responsables et la partie autres moyens de transport, les alternatives. Parmi les alternatives, il y a évidemment différentes alternatives qu'on va voir aujourd'hui, et c'était l'objectif aujourd'hui de vous présenter des alternatives sur la partie transport, donc que ça soit du fluvial, du cyclo-cargo ou du rail. Donc la logistique intermodale et durable, c'est un peu l'objectif aujourd'hui pour vous montrer, vous ouvrir un peu sur, à travers les 2 startups qui sont là, et qui, sans jeu de mots, naviguent un peu à contre-courant de ce qui a été la tendance des 30 dernières années, hein, comme l'a dit l'ADEME. C'est, où le fluvial a régressé, le ferroviaire, le fret a régressé au niveau français. Hem Et donc là, en fait, on va parler de 2 entreprises et comment elles sont nées. Elles sont des entreprises assez jeunes. Comment elles sont nées? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Hem et heu qu'est-ce qu'elles peuvent vous proposer à partir d'aujourd'hui? Donc pour vous, je vais commencer avec vous, Alexandra. Qu'est-ce que vous pouvez comment est née, vous m'entendez Alexandra? Oui? Super. Oui, ça y est, je vous entends de nouveau. Ah super. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, on est très heureux de vous accueillir parce que vous êtes la 1re, SCOP ferroviaire en Europe, donc ça Mais j'expliquerai la différence entre SCOP et SIC, mais oui, on est la première ouais, coopérative effectivement ferroviaire en Europe, ouais. voilà, et de savoir un peu ce que vous proposez, mais surtout, avant tout, présenter rapidement, Railcoop actuellement et nous expliquer un peu la genèse de ce projet qui est un peu fou quand même, quand on y pense, de se dire qu'on va lancer une compagnie ferroviaire en 2021 ou 2020. Voilà. Bah, pas si fou que ça, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, alors j'ai pas tout entendu, je suis désolée, j'ai des problèmes de Problème. connexion. Mais effectivement, comme vous l'avez dit, c'est que le ferroviaire est un transport d'avenir et donc effectivement, ça fait sens par rapport aux enjeux auxquels on fait face tous actuellement, notamment les enjeux de transition écologique. Donc oui, l'idée de départ a été de se dire qu'il fallait plus de trains dans les territoires, plus de trains pour transporter des gens, plus de trains pour transporter des marchandises, et que finalement, l'ouverture du marché offrait une opportunité pour créer une nouvelle entreprise ferroviaire. Voilà. Mais une entreprise ferroviaire particulière, puisque les quelques-uns qui étaient à l'origine de ce projet, donc on était une quinzaine, on va dire, à l'origine de ce projet, nous n'avons pas ni les moyens, ni les moyens financiers ou humains en tant que tels, en fait, directement pour créer nous n'avions pas à l'époque ni les moyens financiers ni humains pour créer une entreprise ferroviaire, en fait, en termes diversité de compétences, il y avait une diversité Mmh. de compétences, mais voilà. Donc en fait, on s'est dit très logiquement, une entreprise ferroviaire, c'est quand même quelque chose de complexe, qui demande effectivement beaucoup de moyens financiers, qui demande aussi beaucoup de compétences variées, à la fois ferroviaires, mais pas que, aussi sur la compréhension des enjeux de territoire, sur la gouvernance territoriale, les enjeux d'inclusion. Enfin, ça embrasse en fait beaucoup de choses, hein, le transport ferroviaire. Et donc, effectivement, on s'est dit très logiquement, il faut que ce soit une entreprise coopérative. Avec une finalité, de toute façon, à l'origine, la finalité de RICOP n'était pas l'idée de créer une entreprise pour gagner de l'argent à proprement parler. Enfin, il ne faut pas qu'on en perde, mais ce n'est pas Mmh. le but de RICOP. Le but de RICOP est un but social, est un but de contribution, on va dire, aux grands enjeux écologiques d'aujourd'hui en redynamisant le ferroviaire et en venant apporter une offre complémentaire à l'offre existante. Donc RICOP a été créé fin 2019, donc sous forme de SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, comme je disais, donc qui associe à la fois
des personnes physiques, n'importe qui peut être sociétaire de RICOP, n'importe quelle personne physique, mineure, majeure d'ailleurs, n'importe quelle entreprise ou association peut être sociétaire de RICOP. Donc, on a des entreprises dans d'autres secteurs de transport, dans d'autres, ailleurs dans le champ de la mobilité, en fait, mais qui viennent finalement compléter ce maillage, en fait, et puis l'offre globale. De défense de certaines lignes, par exemple, qui nous rejoignent, des associations environnementales, etc. On a les salariés qui sont sociétaires de RICOP aussi, et puis on a des collectivités locales. Donc c'est le seul statut d'entreprise qui permet d'associer tout le monde, quel que soit son statut, dans une entreprise à part égale, puisqu'on est sur un principe d'économie sociale et solidaire. Donc c'est une personne égale une voix. Et je pourrais peut-être revenir au cours du débat sur le fonctionnement, effectivement, et le statut qui est le nôtre d'entreprise solidaire d'utilité sociale, avec une logique, effectivement, de lucrativité limitée. Et voilà, c'est un modèle d'entreprise un peu particulier qui est encore trop peu connu de notre point de vue au niveau national. Et du coup, comment s'est fait le déclic et la genèse? Parce qu'à la base, il faut, au-delà du désir, il y a aussi, quel a été le déclic de se dire, c'est ça qu'il faut faire? Très concrètement, en fait, à l'origine, donc on était quelques-uns à vivre dans des territoires ruraux ou à s'intéresser à l'économie sociale et solidaire ou à s'intéresser aux enjeux de changement climatique. Et finalement, on s'est dit, oui, il faut remettre du train. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, très vite, on s'est dit, en fait, il y a l'ouverture complète du marché ferroviaire, là, qui est rendue possible par la mise en application du 4e paquet ferroviaire. Donc, allons-y, créons une entreprise ferroviaire. Et en fait, en ça, on a été très inspiré par ce qu'avait fait Enercop à l'époque, une coopérative qui s'est lancée dans le marché de l'énergie au moment de l'ouverture, effectivement, l'ouverture à la concurrence du secteur de l'énergie. Donc voilà. Donc après, pour créer une entreprise ferroviaire, il y a un certain nombre d'étapes à franchir, notamment effectivement, faut avoir une licence d'entreprise ferroviaire, faut avoir un certificat de sécurité, etc. Donc on les a franchis, on a recruté donc une quarantaine de personnes. Aujourd'hui, on a 40 salariés environ dans la coopérative, et voilà. Et donc on fait rouler notre train de marchandises depuis fin 2021 sur la région de l'Occitanie. Donc entre le Lot, l'Aveyron et la Haute-Garonne. Donc D'accord. Genac et Toulouse-Saint-Jory. On va voir ça plus en détail après, effectivement. Super. Et très bien. Je vais vous poser la même question, Gilles. Qu'est-ce qui fait qu'on se lance dans l'aventure de la logistique intermodale sur des, je dirais sur des lignes qui étaient de moins en moins utilisées, que sont le rail comme le fluvial? Alors pour nous, ça répond à une problématique d'organisation que je vais essayer de décrire en fait. Moi, je viens de la cyclogistique, c'est-à-dire que j'avais fondé en 2001 une société de livraison en vélo cargo et pour le transport de marchandises en milieu urbain. Et en fait, le vélo a énormément d'atouts, mais il avait comme freins principaux l'impact de la supply chain amont. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait amener des flux à proximité pour pouvoir livrer le dernier kilomètre en vélo. Et donc, ça supposait d'avoir des bases logistiques, ce qu'on appelle des espaces logistiques urbains. Et pour couvrir Paris, par exemple, il faut 4, 5, 6 bases logistiques qui sont souvent des entrepôts ou des quais avec des difficultés d'accès, des hauteurs sous plafond limitées. Et du coup, là où on avait une vraie performance sur l'aspect livraison du dernier kilomètre, économique et environnemental bien sûr, parce que le vélo, c'est l'outil par excellence qui pèse moins d'une centaine de kilos, le vélo cargo, et qui peut livrer l'équivalent de ce que fait une camionnette, qu'elle soit électrique au gaz ou diesel, dans la journée. Et donc, du coup, il fallait résoudre les freins qui étaient autour de cette activité de livraison en vélo cargo. Voilà, les bases logistiques, c'était un premier pas, mais on s'est dit, voilà, les bases logistiques en ville, ça entraîne souvent une rupture de charge supplémentaire. C'est-à-dire que nos clients, pour nous amener les flux sur nos plateformes, devaient décharger en gros 2 fois leur camion, une fois dans une base régionale, puis d'une base régionale, aller jusqu'à nos hubs urbains. Et on a travaillé sur un programme de recherche en se disant, mais en réalité, il faut qu'on arrive à proposer une solution qui évite cette rupture de charge supplémentaire, qui permette en fait de passer du site de production à notre entrepôt et de cet entrepôt au client final. Et donc cet entrepôt, naturellement, la voie d'eau s'est imposée puisque
C'est un des axes libres en ville aujourd'hui, c'est-à-dire non congestionné. Quand on faisait des ratios un petit peu économiques sur le coût d'exploitation d'un bateau, le coût de mètre carré en ville et les contraintes qu'on créait, on arrivait à créer une chaîne vertueuse en fait. Donc, c'est autour de ce sujet du vélo cargo qu'on a réfléchi et travaillé pour arriver à ce modèle de bateau-entrepôt. D'accord. Qui fait que globalement, hein, l'intérêt du modèle, c'est pas de rupture de charge en amont, c'est du site de production dans un semi-remorque, du semi-remorque sur notre bateau et notre bateau au client final. Donc une seule rupture de charge et une hyper proximité des lieux à livrer, puisqu'un vélo cargo, avec les bateaux, le bateau, il est amené sur le territoire qu'il doit livrer, comme il vient recharger plusieurs fois par jour. Voilà, on arrive à dupliquer, en fait, à multiplier la capacité d'emport des vélos grâce à cette organisation. Et pendant qu'on navigue, on travaille à bord. Donc en fait, on s'affranchit de la congestion à laquelle sont confrontés tous nos concurrents en fait en voiture aujourd'hui. D'accord. Des véhicules propres. Très bien. C'est compris. Donc, ce qui veut dire en fait, vous 2 origines très différentes. Dans un cas, c'est, on va dire, c'est, redynamiser, il y a, différents horizons et redynamiser le territoire. Et c'est ce qui vous a amené, vers le fret et à la fois la mobilité, parce que Railcoop, c'est à la fois la mobilité et le fret, hein. C'est, on va l'expliquer un peu plus en détail, après. Et dans votre cas, Gilles, c'est, plus, l'extension de ce que vous faisiez avec le cyclo-cargo qui vous a amené jusqu'au fluvial, en fait? Et qui vous a permis de réduire encore plus, d'avoir, une offre, on va dire, plus fluide avec moins de rupture de charge et en même temps, plus écologique. Je vais vous demander je vous avais demandé de m'envoyer une petite photo. Est-ce que là, c'est plutôt pour Alexandra. Est-ce que vous pouvez illustrer cette photo, est-ce que vous pouvez commenter cette photo? Ce sont des sociétaires? Oui, c'est ça. Enfin, vous nous aviez demandé d'envoyer une photo qui illustrait la genèse de Raikkonen. Ouais, tout à fait. Enfin, aujourd'hui, j'aurais peut-être envoyé Une photo en drone? photo parce on a déjà nos trains, nos premiers trains, Oui. etc. Donc voilà. Mais à l'origine de Raikkonen, effectivement, la possibilité de créer cette entreprise, de faire rouler nos trains, est rendue possible par la mobilisation des sociétaires. Donc voilà. Aujourd'hui, tout ce qui a été financé en termes de développement a été financé par l'engagement des sociétaires et par la participation des sociétaires. Donc, c'est vraiment l'approche collective coopérative qui a rendu possible le projet Raikkonen. Super. Et effectivement, je vous avais demandé une photo plus de la jeunesse parce que là, aujourd'hui, on présente, mais on aura l'occasion de vous retrouver sur le dernier trimestre où on pourra présenter un peu, l'état des lieux complet de ce que vous faites et éventuellement un retour d'expérience avec, si on en a l'occasion, avec, quelqu'un qui vous utilise. C'est toujours intéressant d'avoir, un retour d'expérience concret, sur ces sujets-là. Et dans la même veine, je suppose que là, c'est votre première barge, Gilles? C'est la première barge Fludis? Non, celle-ci, c'est la plus Ah, récente. c'est la plus récente. Oui, c'est ce qui vient d'être livré, qui sera opérationnel le 2 août pour le groupe La Poste. D'accord. Donc ça, c'est le modèle le plus récent, mais c'est pas grave. En gros, de toute façon, nous, le premier bateau est assez différent de cette première barge et le prochain modèle sera encore différent parce qu'en fait, en fonction des besoins clients, on n'a pas un outil unique. Oui. C'est vraiment la philosophie d'utiliser des espaces délaissés et des espaces non contraints pour aller chercher vraiment une performance environnementale sur le transport du dernier kilomètre en livraison de colis. D'accord. Voilà. Très bien. Et donc, si je continue avec vous, Gilles, sur la partie, vous dites donc sur des espaces, vous dites non contraints. Qu'est-ce que vous entendez par là? Aujourd'hui, l'espace routier, tout le modèle du tout routier en milieu urbain, il est clairement saturé. C'est-à-dire que quelle que soit l'énergie du véhicule et la technologie du véhicule, de toute façon, il y a des heures de perdu dans la congestion. Et aujourd'hui, les villes françaises, européennes, mais notamment françaises, étaient construites bord à bord d'eau pour des raisons logistiques. C'est-à-dire que le fleuve était structurant tant pour l'alimentation que pour les matériaux de construction. On a tourné le dos au fleuve ou aux voies d'eau pendant des années, et là, on est à un tel point de congestion, au-delà même des sujets environnementaux, c'est-à-dire que la performance de distribution de livraison de nos clients ou de nos confrères se dégrade en fait. Donc, utiliser cette voie qui a permis une véritable régularité de travail, une organisation fluide, on sait qu'à telle heure, on est aux mêmes endroits tous les jours, c'est revenir à quelque chose
de cohérent et qui retrouve une performance économique sur des modèles qui sont tout nouveaux, parce que la supply chain en 24 heures n'utilisait pas la voie d'eau pour une partie de nos clients ou nos prospects, c'est quelque chose de lent. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas dans un rythme de H24. Oui. Et c'est quelque chose d'incertain. Et quand on leur démontre que c'est incertain parce qu'il peut y avoir des crues, il peut y avoir des événements exceptionnels, mais quand on leur démontre que statistiquement, le nombre de journées de crues par rapport au nombre de journées d'accidents sur les autoroutes pour approcher Paris au départ de leurs entrepôts est extrêmement favorable. C'est-à-dire que le rapport, on est de 1 à 10. Les journées de crues se voient, ça peut durer plusieurs jours. Donc, c'est vrai que c'est un des enjeux qu'on a. Mais en réalité, par rapport à ce que connaissent quotidiennement ou très régulièrement nos clients sur les autoroutes ou les voies d'accès aux grandes villes, le rapport est extrêmement favorable. Donc, voilà. D'accord. Très clair. Très bien. Si je poursuis du coup avec Raycoup, vous me parliez tout à l'heure de la ligne. On va rentrer plus en détail. J'espère que, dites-nous si vous la voyez pas. De toute façon, on enverra une version plus lors du compte rendu. Vous pourrez voir la carte en détail. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire un peu, ça c'est la partie fret, on est d'accord, Alexandra? Oui, c'est la première ligne de fret donc, qui est opérée aujourd'hui. La prochaine ligne qu'on va lancer, c'est du ligne voyageur, mais ça, j'ai bien compris que ce n'était pas vraiment le sujet d'aujourd'hui. Donc, c'est la ligne de voyageur qui va aller de Bordeaux à Lyon. Donc, ça, c'est notre première ligne de fret. Donc, aujourd'hui, on a on a 3 circulations par semaine, plus une là qui va très bientôt se mettre en place. Donc 3 allers-retours par jour. Enfin, quand je dis 3 allers-retours par semaine, c'est effectivement c'est tous les jours en fait, quasiment de la semaine, on a un aller-retour. D'accord. Jour de la semaine, 3 et 4 jours à partir de la semaine de très bientôt en tout cas. Très voilà. Ça, c'est les territoires qui sont desservis avec à la fois du fret palettisé et à la fois du transport de bois. Donc on est en fait s'est positionné vraiment dans une logique d'offrir une capacité de transport ferroviaire à du territoire sur du multi-kilo. Voilà, donc, puisqu'aujourd'hui, alors pour ceux qui suivent un peu ces sujets-là, le fret ferroviaire a subi une forme de déclin ces dernières années, notamment lié au fait, mais après, ce qui peut aussi s'expliquer, mais je ne rentre pas dans les détails, que l'offre était surtout une fois qu'ils étaient complets. Or, cette offre ne répond pas à toutes les demandes, puisque vous avez des entreprises qui n'ont pas la capacité de remplir un train complet. Bien voilà. sûr. Donc, en tout cas, pas quotidiennement ou pas à intervalles réguliers. Et donc, le pari de Raycop a été de se dire, il faut qu'on change un peu ça, qu'on revienne sur du multi-client, du multi-lot. Et donc, on propose au territoire, donc là, en l'occurrence, le Lot, l'Aveyron et également le territoire de Toul-Saint-Gery, une possibilité de mutualiser les flux. Et donc, voilà, de mutualiser. Nos trains partent aujourd'hui, qu'ils soient pleins ou qu'ils soient vides, c'est-à-dire qu'on n'attend pas que le train soit plein pour partir, parce que voilà, il y a des exigences aussi d'être à Toulouse à certains moments pour certains de nos clients. Et donc voilà, on a introduit cette forme de flexibilité en fait dans la gestion du fret ferroviaire. Très bien. Et parmi vos clients, vous avez des secteurs plus spécifiquement ou c'est multisectoriel du coup? Vous avez de tout? Alors, c'est en train de se développer. D'ailleurs, voilà, j'en appelle aussi à ceux qui sont là. N'hésitez pas, si vous avez des besoins sur ces territoires-là, à nous contacter. Aujourd'hui, on a un peu de fret palettisé et on a des flux plus massifs, un peu plus classiques. Donc, on a des flux de bois aujourd'hui pas mal. Et puis, donc, quand je dis fret palettisé, c'est du fret alors on a de la menuiserie industrielle, on a de l'agroalimentaire, en fait, voilà, et que notamment avec Etika, en fait, il y a une autre entreprise coopérative qui nous confie régulièrement des palettes de biscuits, de café, voilà, des choses comme ça. Oui. Donc voilà, on peut développer. Super. Si j'en viens un peu dans tout ce qui a été, quels ont été et quels sont encore les freins et les obstacles pour chacun? On va continuer avec vous, Alexandra, puisque vous êtes lancée. Alors, de manière générale, sur la création d'une entreprise ferroviaire ou plus spécifiquement sur le développement du service? Enfin, parce qu'en fait, oui. On va dire, il y a eu les freins, je pense, à la création. Vous nous avez parlé un peu
d'obtenir les droits, pour pouvoir, exploiter, de la ligne ferroviaire, entre autres. Et après effectivement, quels sont les freins et en fait, comment, que ce soit l'audience ou, plus massivement après parce que le replay est regardé aussi, régulièrement. Hem, quels sont les freins ou les obstacles ou, qui pourrait, vous aider à vous développer? Sur la partie fret comme sur la partie, on va dire, on va rester sur la partie fret pour l'instant. Non, aujourd'hui, il y a une question de changement de culture, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu, comme je le disais tout à l'heure, le positionnement de RICOP, c'est d'offrir une offre aux acteurs économiques du territoire, une offre mutualisée. Or, aujourd'hui, on se rend compte que cette culture de la mutualisation des flux, elle n'est pas évidente à penser sur un territoire. Je sais pas comment Gilles perçoit les choses aussi, c'est tout à fait le même positionnement, mais en tout cas, de réussir à agréger finalement des petits volumes ensemble pour faire un plus gros volume et voilà, et agréger ces flux et fédérer aussi finalement toute la logistique du dernier kilomètre et réussir à agréger tout ça, c'est pas évident. Et donc, on travaille là-dessus, notamment avec les acteurs publics des territoires sur ce sujet-là. Donc, on a le Grand FIJAC, qui est sociétaire de RICOP, qui nous aide aussi dans la compréhension du territoire. On travaille avec un certain nombre de clusters logistiques. On travaille, voilà. Donc ça fait vraiment partie des sujets. On échange aussi, voilà, notamment avec la région Occitanie, mais pas que, avec un certain nombre d'acteurs pour voir comment on aborde cette question de la dynamique territoriale pour fédérer les flux que chaque entreprise peut individuellement avoir à gérer, quoi. D'accord, très bien. Et là, sur le circuit actuel, les gens, si on prend Etikab ou les gens dans la menuiserie, ce sont des personnes qui sont intéressées pour amener vers le centre de Toulouse ou inversement? On a les deux. Alors, ça ne va pas forcément uniquement à Toulouse. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on travaille en partenariat avec Fret SNCF. Donc, on est une offre, comme je le disais tout à l'heure, on a vraiment été créé pour augmenter la part modale du ferroviaire. Donc, on n'est pas là, on ne se positionne pas sur des marchés qui viennent prendre des parts de marché à SNCF ou à d'autres entreprises ferroviaires. C'est très clair pour nous, c'est plutôt de venir nourrir les flux qui existent, les flux ferroviaires qui existent. Donc, nos flux ne s'arrêtent pas forcément à Toulouse, ils vont plus loin, certains d'entre eux, mais à ce moment-là, c'est Fret SNCF qui prend la relève, puisque nous, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le périmètre de sécurité ferroviaire qui nous permet d'opérer sur le périmètre que vous avez vu tout à l'heure à l'écran sur la carte. Puis, on a nos conducteurs, on a nos opérateurs de production qui sont sur ce territoire. Après, pour aller plus loin, ça, on laisse à d'autres entreprises ferroviaires le soin de le faire. Donc, on s'appuie, on est en partenariat avec elles. D'accord. Donc, votre objectif, c'est d'ouvrir quelque part, si je vous comprends, et donc, si je reprends sur les obstacles, c'est un changement de culture qui est à faire et qui est représentatif un peu aussi du déclin du ferroviaire et du fluvial pendant des années. C'est-à-dire que c'est sorti des schémas de pensée, des schémas de flux logistiques, que ce soit des transporteurs ou des chargeurs au global. Et là, ce que vous dites, c'est que là, votre objectif, c'est d'ouvrir des voies ferroviaires complémentaires qui vont pouvoir venir, quelque part se brancher sur des acteurs existants et sur des flux existants et pouvoir, aider à à alimenter, comme vous avez dit, les flux d'un fret SNCF ou autre. C'est tout à fait ça, ouais. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Et vous, Gilles, freins et obstacles entre le début et maintenant, selon vous, de votre prisme? Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a vraiment effectivement un aspect culturel, mental, Ouais. on va dire, d'approche des choses. C'est-à-dire, mais oui, en fait, c'est possible. Ça peut être une solution qui techniquement n'est pas négative. Ça, c'était vraiment le premier cheval de bataille auprès des investisseurs, auprès du marché, de dire à nos clients, mais vous êtes organisé d'une certaine façon, là, on va changer l'organisation, mais vous allez voir les conséquences globales et en termes de coûts et en termes de respect de l'environnement et donc d'impact carbone vont être très bonnes pour vous. Donc ça, c'est un travail à faire. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, ce pas n'est pas encore franchi, il y a encore plein de gens à convaincre, mais vu les difficultés qu'il rencontre par ailleurs et vu la pertinence de ce qu'on a réussi à mettre en place, les échos sont très bons. On sent qu'il y a une vraie bascule qui est en train de s'opérer. D'accord. Et je vous coupe un instant, Gilles. Cette bascule, est-ce que vous pourriez mettre une date? Est-ce que vous voyez des facteurs spécifiques qui créent la bascule? Bon, là, on y est, nous, avec la date, je sais pas, on est dans ce moment. C'est-à-dire que D'accord. le spécifique pour nos clients, c'est que
y a un cumul de facteurs, en fait, que je peux détailler un petit peu. C'est un peu technique, mais il y a le fait que sur la livraison de colis, on a une explosion, il n'y a plus de stock en magasin. Donc, en fait, les magasins étaient approvisionnés une fois par semaine. Aujourd'hui, ils sont approvisionnés tous les jours. L'explosion du commerce et ainsi de suite, le morcellement des expéditeurs et ainsi de suite font que, de toute façon, la part de la mobilité en ville liée au transport de marchandises petits colis, elle augmente. Oui. Il y a cette pression. Il y a une pression parallèle, c'est qu'il y a les ZFE, donc qui sont en train de se mettre en place. Et aujourd'hui, qu'on soit à droite, gauche, centre, quelque part, toutes les collectivités sont en train de se transformer en disant c'est sûr que l'automobile plein centre en permanence, c'est pas la meilleure des solutions pour notre santé, celle de nos enfants, pour le cadre de vie, ainsi de suite. Donc, plus après la conscience des gens, il y a quand même depuis quelques années beaucoup de pédagogie et de littérature, et on prend tous conscience qu'il faut faire autrement, surtout en termes de préservation des ressources. Et nous, on a un modèle qui est très peu consommateur d'énergie, en fait. Et on fait exactement le même métier avec exactement le même nombre de personnes. Je ne multiplie pas le nombre de livreurs pour travailler par rapport à ce qu'ils faisaient avant en camionnette. Donc, voilà, c'est tout ce contexte qui fait que la bascule est en train de s'opérer. Après, dans les freins, on a, nous, un frein économique un peu atypique, ou pas, mais qui vaut le coup d'être exposé. Sur la ligne de départ, moi, je paye une taxe très importante à Aropa, le gestionnaire des quais, pour utiliser les quais. D'accord. Je mets mon bateau contre des quais pendant 1 heure ou 2 tout au long de la journée. Et j'ai, sur un bateau, j'ai à l'année à peu près 40 ou 50 000 euros de payage. Et donc, payer pour une infrastructure, c'est pas très choquant. C'est même sain. Sauf que mes concurrents voitures, ils l'ont pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mes concurrents camions, ils prennent la route. Et l'infrastructure, c'est des impôts qui la payent. C'est culturellement, pour l'instant, la norme. Donc là, nous, on a un frein sur lequel on essaye d'agir en disant on décarbone, et on a, sur la ligne de départ, on a un handicap qui pèse. Alors on sait faire avec, mais c'est pas parce qu'on sait faire avec qu'on doit accepter la situation. Et en sachant que il y a deux cas, soit on ne paye pas pour l'infra, mais c'est pas super sain, soit on continue de payer, mais on n'est pas les seuls. D'accord, bien sûr. Très bien, je comprends. Si je peux me permettre, le sujet est le même pour le ferroviaire d'ailleurs. Je pense qu'on aurait peut-être un combat commun à mener, Gilles. Parce qu'effectivement, c'est exactement la même chose. On paye pour l'infra et on est content de payer pour l'infra, mais à un moment, effectivement, c'est. Voilà, je ne vais pas vous dire ce qui a été dit, mais c'est exactement la même problématique. Très bien. Donc, il y a un problème d'alignement entre les différents types de transport sur le sujet. Très bien, c'est noté. Et si je réfléchis à demain, je reste avec vous, Gilles. J'ai pas mis la photo de l'intérieur de la barge, et j'en suis désolé, qui est un mini entrepôt flottant en fait. Je crois que c'est une photo de celui que vous êtes en train de construire pour La Poste. C'est celui que vous avez montré en première slide. C'est-à-dire que c'était quand on est en pleine phase d'aménagement, c'est opérationnel le 2 août. C'est mes photos les plus récentes. C'est pour ça que j'ai mis une photo extérieure, une photo intérieure. Mais pour nous, demain, c'est clairement des nouveaux projets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de convaincre d'autres dossiers clients ou d'accompagner nos clients sur d'autres territoires. Et alors, ça prend du temps parce que on est sur une infrastructure. C'est que la durée de vie d'un bateau, c'est 80-90 ans. Et donc, le temps de le dessiner, de le construire, de se le faire livrer, il faut 18-24 mois. Ça va dépendre. Ça, c'est quand les choses vont assez vite. Donc, on a un cycle de vie qui est lancé, mais les choses sont parties, et on espère que d'ici 2-3 ans, on va avoir des nouvelles unités. C'est même certain pour des nouvelles unités qui vont se déployer. En région parisienne, pour l'instant, c'est là où on se trouve, mais on vise aussi, on espère que ça pourrait entraîner un peu le sujet sur d'autres territoires. Il y a plusieurs villes françaises compatibles avec ce mode de distribution, qui est un mode doux et vertueux d'un point de vue environnemental. Je vais donner un chiffre que je n'ai pas cité, mais aujourd'hui, ma flotte de vélo cargo qui part de mon bateau Fluidis, celui qui est en exploitation tous les jours sur Paris, son énergie est prise à bord de notre bateau. C'est un bateau électrique. On navigue peu, c'est une navette, c'est comme un métro parisien, c'est-à-dire qu'on fait un aller-retour sur la Seine avec différentes escales dans la journée. Et on toute la journée pour le charger, le décharger, et on est à moins de 1 000 € par mois d'énergie électrique. C'est un bateau électrique, hybride, mais je fais tourner donc ma flotte de vélo cargo et mon bateau avec une consommation énergétique, parce qu'on l'a conçu avec, on a un moteur électrique sur notre propulseur immédiatement, donc on a un ratio d'énergie mise et d'énergie restituée qui est très bon. Mais voilà, c'est un chiffre. Quand je donne ce chiffre à mes clients qui aujourd'hui avaient 10 ou 12 camionnettes qui tournaient tous les jours, sans même l'énergie de leur entrepôt, sans même l'énergie d'extraction
pré-acheminement et post-acheminement, on arrive à un modèle qui est super vertueux. Donc, ça les intéresse parce que décarboner, on voit bien, passer au gaz pour les véhicules, c'est compliqué, passer à l'hydrogène, c'est compliqué, économiquement, c'est compliqué. Bien On est sûr. vraiment avec une offre qui a sa pertinence et qui, du coup, va se déployer. Après, il y a des sujets, nous, on n'est pas une CIC, donc il y a des sujets capitalistiques à régler, il y a des sujets contractuels, parce que les contrats de transport sont souvent sur les temps courts et nous, on a un temps long, on investit 60 millions d'euros sur chaque unité. Donc, voilà, il y a tout ça à gérer, mais ça va venir. D'accord, très bien. Donc au passage, vous avez répondu à la question de Kate qui demandait sur quelle ville opère Fluidis. Et donc vous êtes Fluidis et vous êtes sur la partie Paris, Paris. Tout à fait. La barge que vous avez vue, elle est sur le canal Saint-Denis. Le bateau, c'est dans Paris Intramuros. On a des projets sur d'autres territoires, mais et c'est Fluidis, effectivement, c'est pas Fluidis, c'est pas qu'on Oui, oui, tout à fait. la confusion, mais voilà. Et pour vous, Alexandra, c'est quoi demain sur la partie fret, mais on passera un petit mot en plus, surtout avant les vacances, on passera un petit mot sur la partie mobilité des personnes. Alors sur le fret, pour nous, l'enjeu, c'est de renforcer le nombre en tout cas, le remplissage de nos trains. C'est d'avoir beaucoup de chargeurs qui nous confient des marchandises. On a un gros enjeu aussi autour du recrutement parce que le personnel formé sur le ferroviaire, aujourd'hui, c'est compliqué. Le marché s'ouvre et donc, en fait, il y a une vraie tension sur les ressources humaines, sur des spécialistes du ferroviaire et notamment quand on recrute dans des territoires ruraux, c'est vraiment notre prisme. Donc voilà, donc ça fait partie des enjeux actuellement que nous avons. Mais dans les projets, effectivement, c'est de renforcer le fret, d'aller vers une extension de notre périmètre de sécurité, donc d'aller plus loin que ce qu'on fait actuellement. On vient de déposer une demande là pour étendre notre périmètre de sécurité, donc de pouvoir opérer sur des lignes un peu plus loin, parce qu'on a des chargeurs qui nous le demandent. Ça c'est sur la partie fret. Et puis parallèlement, donc on travaille sur le volet voyageurs. Donc là, volet voyageurs, on a déjà fait rentrer nos 2 premiers trains, nos 2 premières rames de train qu'on a acheté sur fonds propres. D'ailleurs, je tiens à le dire aussi parce que c'est vraiment l'engagement de nos sociétaires qu'on avance aujourd'hui. Donc nos 2 premières rames de train sont rentrées en atelier pour être rénovées. On a un sujet de continuer à lever des fonds pour pouvoir boucler l'acquisition des 7 autres rames qu'on doit acheter pour lancer le service voyageur, donc entre Bordeaux et Lyon. Donc on y travaille d'arrache-pied. On a déjà nos espaces hangars, on a déjà effectivement contractualisé avec Gares & Connexions sur nos espaces hangars. On avance sur les recrutements, on avance sur la préparation aussi de la commercialisation de nos billets, donc sur tous les enjeux billettiques aussi pour le voyageur. Mais voilà, donc on a ces 2 gros chantiers en parallèle, en tout cas chez Rycop. Le volet fret qui est maintenant opérationnel et qui se passe bien en termes de production. On a eu un audit de l'établissement public de sécurité ferroviaire et ça a été reconnu on a été reconnu comme une entreprise ferroviaire performante en termes de production ferroviaire. Alors, certains vous diront, on n'a pas beaucoup de trains qui roulent, donc c'est pas trop difficile, c'est vrai. Mais bon, quand même, voilà, on est content. Et puis ensuite, donc il y a le lancement du voyageur dès qu'on aura bouclé notre tour de table financier. Voilà. Très bien, super. Gilles, il y a une question qui a été posée. Est-ce que vous seriez capable de révéler ou de dire quelles pourraient être les prochaines villes sur lesquelles vous pourriez vous étendre ou renouveler ce que vous faites sur Paris? Oui. Après, je les ai pas cités parce qu'en fait, tant que les choses sont pas très concrètes, c'est toujours délicat. C'est des effets d'annonce. Non, c'est pas délicat, il n'y a pas de sujet. Moi, il y a des confrères qui sont en train d'avancer sur des modèles un peu différents et c'est très bien à la rigueur. Je vais vous les donner, nous, les deux villes françaises sur lesquelles on aimerait vraiment déployer la chose, ce sont Lyon et Bordeaux. Strasbourg, c'est un peu plus petit en gabarit, ainsi de suite. Nantes, c'est compliqué aussi. Donc, mais après, comme on n'a pas encore structuré concrètement les projets, c'est pour ça que même si les choses avancent, je ne peux pas vous dire à telle date on ouvrira une agence à Bordeaux. On fait ce qu'il faut ou à Lyon, mais pour l'instant, j'ai pas d'échéance à poser. Bon, ça c'est encore un autre sujet commun. Un jour, on ouvrira peut-être une ligne de fret ferroviaire entre Bordeaux et Lyon et avec un relais sur la partie fluviale. Qui sait? Juste pour information, vous m'avez dit, Gilles, vos vélos cargo peuvent porter jusqu'à 250 kg, c'est bien ça? Oui, aujourd'hui, on a des vélos
50 kg de charge et en moyenne, nos livreurs, on fait la fourniture de bureaux à Paris, donc on a beaucoup d'eau et ainsi de suite. Ils sont à 700 kg au jour de transport. D'accord, effectivement. OK. C'est un très, très beau ratio. Super. Nous, alors, effectivement, tout juste pour, avant de conclure, nous on utilise Magic Palette, pourquoi on vous a invité? C'est parce qu'on aide aussi à la réduction des émissions de CO2. Nous, on le fait, sur tous les flux de logistique reverse, et en particulier sur ceux de la palette Europe. La palette Europe, c'est une palette qui est consignée et qui doit revenir à celui qui l'a livrée au départ, et ce trajet retour est en général fait sur des camions qui sont remplis de palettes et qui ne servent qu'à ça, et donc notre objectif, c'est de mettre en relation des gens en local, sur des schémas complémentaires. C'est-à-dire, dans mon coin, j'ai besoin de palettes et je vais chercher des gens, dans un rayon de 10, 20, 30 kilomètres, des personnes qui ont des palettes à disposition, et en échange, je vais mettre à disposition depuis une autre base logistique, depuis un entrepôt, une agence, si je suis transporteur, des palettes de mon côté d'un autre endroit, et donc chacun, au lieu de faire 500 bornes ou 600 bornes ou 1000 kilomètres, va pouvoir trouver des palettes à 10-20 kilomètres de chez lui, et c'est bien ça le principe. Mmh, pour conclure, Alexandra et Gilles, heu, vous diriez que sur la partie logistique intermodale, hem le frein, il y a j'ai noté un frein culturel, qui est en train de mieux passer côté fluvial que côté, ferroviaire pour l'instant, j'ai l'impression que le switch se fait, intellectuellement plus facilement en ce moment sur le fluvial, d'après ce que vous dites, Gilles. Hem et que vous avez tous les 2, il y a des contraintes, on va dire légales, hein. Le cadre légal pour l'instant n'est pas, on va dire, n'est pas égalitaire sur la partie des taxes par rapport au trafic routier, principalement, et ça c'est un des gros points sur lesquels il faudrait, vous pensez que le législatif devrait avancer? Gilles, je peux y aller ou bien vous voulez y aller, Gilles? Ouais. Euh, oui, pardon. Oui, oui, certainement. Enfin, c'est vrai qu'il y a les enjeux aussi d'incitation fiscale. Il y a un certain nombre de mécanismes incitatifs qui pourraient être pensés pour. Mmh. Il y a quand même des choses qui sont faites un peu sur le fret ferroviaire, avec des exonérations à certains endroits, à certains moments, sur certains péages, effectivement, le fret en tout cas. C'est pas encore le cas pour le voyageur, en tout cas, bien évidemment pas partout. Et encore une fois, comme on le disait, nous, la philosophie, c'est pas de pas payer l'infrastructure, c'est pas Bien de sûr. contribuer à financer l'infrastructure, c'est tout à fait normal, et il faudrait d'ailleurs qu'il y ait beaucoup plus d'investissement dans l'infrastructure. C'est plutôt effectivement de voir comment on crée des mécanismes incitatifs et vis-à-vis de la route. Donc oui, il y a une action à mener très clairement sur notamment des mécanismes, des incitations fiscales ou autres à envisager, à imaginer. Ouais. Très bien. Gilles, vous avez quelque chose à rajouter? Bah, nous, sur ce sujet, en fait, les gestionnaires d'infrastructures ne sont pas les mêmes selon les territoires. Donc là, je vous Mmh. parle de l'exemple parisien, bien sûr, parce Oui, que à Lyon, on aurait une autre problématique, et à Bordeaux également. Mais si ça peut évoluer, effectivement, ce sera favorable à ce report modal. d'accord, très bien. Très bien, très bien. Alors, il faut savoir que donc ce webinaire, il sera disponible en replay. Donc ça sera l'occasion pour les personnes de pouvoir le voir, et ou le revoir, et aussi, on mettra à disposition donc, des liens pour pouvoir, vous contacter, communiquer avec vous. Pour nous, chez Magic Palette, on est très content de vous avoir accueillis, c'était super, de fédérer, des acteurs, qui ont, des objectifs communs. Hem et on espère vous voir donc, on essaiera de construire avec vous, des cas concrets peut-être avec, certains de vos clients, pour que les gens puissent encore plus se projeter après avoir découvert un peu votre offre, et qui sait si d'ici là, elle aura pas un peu étendu. Bon, je pense que d'ici, la fin de l'année, ça va être un peu court, mais en tout cas, des cas concrets, c'est toujours intéressant. Je vous remercie, et je remercie aussi, les différents, on a eu le soutien, sachez qu'on a eu le soutien de 3 clusters, dans la logistique,
un que vous connaissez bien, Alexandra, qui est Tenlog, qui est celui d'Occitanie, mais on a eu aussi, Alp Supply Chain et Pasca sur la côte aquitaine, et la Bretagne. Merci à eux, d'avoir soutenu la communication et à vous tous, et ben, je vous dis à bientôt.